Place aux primaires au sein de l'Union sacrée. Les députés nationaux devront choisir ce mardi 23 avril le candidat président de l'Assemblée nationale entre Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Nkodia. La Banque centrale du Congo et Affluent First Bank viennent de lever définitivement la mesure de mise à l'index de la ville de Kinshasa et de son gouverneur sortant, Gentini Ngobila, pour avoir recouvré leurs créances. L'hôtel de ville était mis à l'index pour surendettement. Et puis le projet d'expulsion des migrants vers le Rwanda a été adopté par le Parlement britannique alors que l'ONU demande au gouvernement britannique de reconsidérer sa décision. Un sujet qui fait polémique quant à la capacité géographique du Rwanda d'accueillir ces migrants. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Désormais, les primaires vont départager les 3 prétendants au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a convoqué dans un communiqué tous les membres de la majorité à participer à l'élection en vue de la désignation du seul ticket de l'Union sacrée. Qui des 3 entre Modeste Bahati, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso prendra les commandes de la Chambre basse du Parlement? Le suspense sera levé ce mardi 23 avril. Ça se complique un peu pour Vital Kamerhe, alors que son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, qui s'attendait voir leur président postulé comme candidat unique au poste du président de la Chambre basse du Parlement. Les derniers échos font état d'une situation assez confuse pour les pacificateurs. Alors que les membres de son parti voyaient déjà porter seul le maillot, Vital Kamerhe est pris au dépourvu. Son élan est stoppé net par les ambitions politiques de ses collègues, membres de la plateforme, notamment Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso Nkodia. Tous deux se montrent en ordre de bataille et ne comptent visiblement pas lâcher prise. Vital Kamerhe avait déjà montré ses couleurs en créant au mois de janvier dernier une plateforme à l'Assemblée nationale dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, donnant lieu aux commentaires dans tous les sens. En politique, rappelle-t-on, il n'y a point de cadeau. L'on se souviendra que le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, avait pris la mesure du problème au point de faire la ronde des états-majors, des partis et personnalités phares de l'Union sacrée. Question de prendre la température. Plus tard, Augustin Kabouya va annoncer sa candidature à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale avant de désister en faveur des candidats à déterminer. Kabouya s'est fait ce chouchou adulé par Kamerhe et Mbosso pour leur marketing politique. Joie de courte durée. Le retrait du gestionnaire du parti de la 10e rue Limité de la course au bureau de l'organe législatif du pays fut un choc pour les 2 prétendants. Qu'à cela ne tienne, les jours fatidiques approchent avec la convocation pour ce mardi d'une primaire pouvant départager Vital Kamerhe, Christophe Mbosso Nkodia et Bahati Lukwebo. Vital Kamerhe saura-t-il manœuvrer la machine à sa faveur? Jusque-là, la réponse exacte est loin d'être avancée. À ce stade, Vital Kamerhe aura attendu que Félix Tshisekedi lui rende l'ascenseur, après avoir refusé d'honorer toutes les promesses lui faites. Mais non, le chef de l'État n'est pas dans ses schémas. Il n'est pas disposé à donner un chèque à blanc à l'originaire du Sud Kivu, en dépit de tout ce que ce dernier lui a apporté depuis 2018. Peut-être Vital Kamerhe n'aurait pas assez de chance lors de ces primaires annoncées par l'UDPS, qui pourrait éventuellement ordonner que ses élus soutiennent quelqu'un d'autre que l'ancien directeur de cabinet. Ces primaires semblent donc être un stratagème pour se débarrasser de Vital Kamerhe. Un sujet justement qui continue de faire la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Pour en parler, je reçois M. Henri Kalimassi, le cadre de la FDC de Modeste Bahati, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment jugez-vous l'organisation de ces primaires? Bon, c'est une chose qui arrive pendant qu'on ne s'y attendait pas. Mais voilà, nous sommes dans la démocratie et c'est une décision qui vient de l'autorité morale de l'Union sacrée pour départager les 3 ambitieux, dont notamment M. Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Mbosso. Alors, le chef de l'État, dans ses prérogatives de l'autorité morale de l'Union sacrée,
a préféré procéder aux primaires en fait de départager parce que apparemment les trois n'arrivaient pas à s'attendre. Mais la question que nous nous posons. Donc c'est une conséquence d'une mésentente. Apparemment. Alors, pour ne pas diviser l'Union sacrée, le chef de l'État les a remis auprès des députés nationaux qui sont considérés comme les élus du peuple. C'est aujourd'hui que les députés nationaux vont devoir trancher en faveur de celui qui va diriger désormais. Alors vous êtes au cadre au sein de l'AFDC de Modeste Bahati qui va justement compétir avec Mbosso Nkodia et Vital Kamerhe qui pourrait, selon vous, remporter ces primaires. Déjà, je dis félicitations au professeur Modeste Bahati Lukwebo par rapport à son expertise, son expérience, son poids politique, sa sagesse et son intelligence. Si jamais les députés nationaux pourront lui confier cette chance de briguer au perchoir de l'Assemblée nationale, ça sera une bonne chose. Mais seulement, je suis étonné que l'Ouest, qui était déjà servi, c'est-à-dire les Bas-Congo et les Bandundu, à travers la Première ministre, que M. Mbosso soit encore là, c'est comme si la géopolitique ne jouait plus son rôle. L'Est de la République aujourd'hui a trois grands blocs. Nous avons les Grands Kivu, les Grands Katanga et la Grande Orientale. Donc nous constituons une force qui a accompagné le président de la République. Nous ne comprenons pas celui qui est derrière Mbosso aujourd'hui, parce que Mbosso, normalement, ne devrait plus se représenter, étant entendu que vous pensez que la première ministre de l'Ouest. Le principe de la géopolitique n'a pas été pris en compte apparemment dans tout ça. C'est ce que nous sommes en train de demander au président de la République et à M. Mbosso de se retirer. Alors, également, aux députés nationaux d'être conséquents, particulièrement les députés de l'Est face à cette humiliation qu'on veut faire à deux de leurs leaders. En tout cas, les députés de l'Est doivent être conséquents pour départager les dés. C'est-à-dire M. Vital Kamerhe et M. Bahati Lukwebo. En écartant Mbosso, qui est déjà bénéficiaire à travers la Première ministre, les postes qui devraient revenir à l'Ouest. Alors pourquoi est-ce que, parce que nous suivons ce dossier de près, pourquoi est-ce que le chef de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire dans tout ça? Bon, le chef de l'État a voulu seulement jouer à la sagesse. Il les a appelés et chacun d'eux n'a pas voulu céder à la volonté du chef ou céder à la volonté du peuple. Alors qu'est-ce que le chef devrait faire? Nous déplorons seulement les comportements de Vital Kamerhe. Chez nous, à l'Est, les moins âgés ne peuvent jamais, par rapport à la sagesse africaine, à la sagesse de l'Est, ne peut jamais compétir avec son aîné. Alors, monsieur Kamerhe est plutôt qui devait se retirer en faveur de Bahati Lukwebo par rapport à son âge. Je vous remercie de votre intervention, monsieur Henri Kalimassi. Merci pour tous ces détails. Je vous remercie et je donne la chance à monsieur Bahati Lukwebo. Je lui souhaite une bonne chance et je demande aux députés nationaux de porter leur choix à M. Bahati Lukwebo afin d'éviter une humiliation à M. Bahati et à toute la population de l'Est, car on ne sait pas qui est derrière Kamerhe et qui est derrière Mbosso en fait de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de votre intervention. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Face à la persistance de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, la Belgique, à travers son ambassadrice en RDC, Roxane de Bilderling, a encouragé Kinshasa à poursuivre le Rwanda devant la Cour internationale de justice pour la présence de ses troupes sur le sol congolais. La diplomate belge estime qu'une telle démarche pourrait inciter d'autres pays à réagir à la situation. On l'écoute. Et de retirer son soutien au M23. On l'a demandé clairement et ce sont des messages qui ont aussi été passés, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la visite de notre ministre à Kigali. Donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Ça ne suffira pas et je comprends la volonté aussi de pression et je crois qu'il faut vraiment étudier ça sérieusement. Une façon de faire pression,
c'est que le Congo introduise aussi une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour non-respect des frontières internationales. Parce que le Congo l'a déjà fait auparavant contre d'autres pays, contre l'Ouganda par exemple, et a obtenu gain de cause et même des réparations par rapport au mal qui avait été commis. Une démarche de la Belgique sur laquelle ne s'aligne plus une grande partie de l'opinion République démocratique du Congo. Visiblement, la diplomatie semble avoir atteint ses limites dans la recherche du retour de la paix dans la partie Est. Kigali, maître en propagande, semble avoir dévancé Kinshasa sur ce terrain où Félix Tshisekedi a pourtant investi dans tant d'énergie et de moyens lors de son premier mandat. Tard, dans la soirée de ce lundi, le Parlement britannique a fini par approuver la loi controversée permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Un nouvel échec pour Kinshasa qui s'opposait l'année dernière formellement à cette initiative considérée comme une aide à Kigali pour faire asseoir davantage son plan de balkanisation de son voisin rival, la RDC. En effet, de par sa superficie et sa réputation en matière des droits de l'homme, il n'est pas possible de s'imaginer un tel scénario. Mais en plus, le Rwanda, qui s'est proposé en bon samaritain pour cet exercice, compte lui-même des réfugiés au Congo, interdit de rentrer chez eux depuis déjà 30 ans. Suite à une pression médiatique et diplomatique, le plan avait donc connu quelques bâtons dans les roues l'année dernière et a même été condamné par la Cour suprême britannique. Mais depuis, de l'eau semble couler sous les ponts. La RDC, déchirée de l'intérieur, avant, pendant et après les élections de décembre, ne fait plus le poids face aux stratégies de Paul Kagame, auteur d'une propagande minutieuse sur son pays et son pouvoir. Les dictateurs, à la tête du Rwanda depuis 24 ans et candidat pour un 4e mandat consécutif, a effectué une démonstration de force à Kigali en présence des dizaines des dirigeants du monde entier, y compris des partenaires de Kinshasa engagés au front contre les troupes rwandaises, accusées pourtant d'agresser la RDC par Félix Tshisekedi depuis plusieurs mois. À côté de la gratuité et de l'état de droit, la diplomatie est dans le top 3 des concepts les plus utilisés lors du premier mandat du fils du Sphinx de Limété. Se voulant agissante, le chef de l'État lui-même a souvent porté la veste de ministre des Affaires étrangères pour plaider la cause de la RDC à travers le monde entier, contrairement à son prédécesseur qui avait de plus en plus pris ses distances avec le monde extérieur au soir de son mandat. Aujourd'hui, le discours de Félix Tshisekedi est contredit, y compris en interne, par le cardinal Fridolin Ambongo qui est tout sauf en odeur de sainteté avec le régime en place. Après Ituri, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba est à l'étape du Maniema. C'est dans le but d'inspecter des troupes en formation. Profitant de l'occasion, le patron de la Défense nationale a présidé sur place la cérémonie marquant la fin de la formation des commandos au centre Luama à Kindu. Que vous avez appris ici, c'est pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, a-t-il dit à ses militaires formés. Et puis, le déplacement de la population est devenu difficile suite aux barrières routières illégales érigées par les M23 pour rançonner les passagers et commerçants dans le territoire de Massissi-Nord Kivu. Cette situation handicape la population meurtrie par la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo sous confidence des M23. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Ismaël Matungulu, journaliste à Saké. Bonjour. Quelle est la situation sur place, monsieur? Oui, la situation de Saké reste toujours préoccupante de la situation de la population du gouvernement de Cameroun, mais aussi dans le gouvernement Mufuni-Shanga, en territoire de Massissi. Pour le moment, ça fait aujourd'hui 8 jours qu'il n'y a pas de combat sur toutes les lignes de front, mais aussi sur toutes les collines circlombant la cité de Saké. Sauf qu'il y a quelques barrières illégales érigées par les rebelles du M23, mais aussi les Ouazalendo. Sur l'axe Saké Massissi, sur l'axe Saké et Kichanga, mais aussi sur l'axe Saké Bouéremana, en passant par les lacs Kivu au niveau de Nzulo. Par exemple, nous avons demandé aux motards qui voyagent, mais aussi les chauffeurs, surtout. Mais cette somme est payée pour quel but? Pouvons-nous en savoir un peu plus? En arrivant chez Ouazalendo, il paye 200 000 francs, 100 000 francs, 3 000 francs.
En arrivant chez les rebelles du M23, ils payent également 500 000 francs, voire même $300, $200. Ça dépend donc des marchandises de ces véhicules qu'ils portent. En tout cas, il y a beaucoup de souffrance par rapport aux tracasseries des passagers, mais aussi des taximens, motos, mais aussi des chauffeurs. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Matungulu. Je rappelle que vous êtes journaliste à Saké. Bonne nouvelle pour la ville de Kinshasa. Pour avoir recouvré sa créance, la Banque centrale a procédé à une levée de la mesure de mise à l'index prise contre la ville de Kinshasa et Monsieur Ngobila Mbaka Gentini, une mesure qui fait suite à une lettre du 10 avril dernier de la Freeland First Bank adressée à la Banque centrale du Congo sollicitant la levée définitive de la mesure contre les précités. Mais quel est son impact réel sur l'économie de la province? Je vous propose de suivre à ce propos les explications de l'économiste Al Kitenge. C'est une excellente nouvelle. C'est scandaleux qu'une ville, une province soit mise à l'index auprès de la Banque centrale. Ça veut dire simplement qu'elle est insolvable et qu'elle ne pouvait pas payer ses différents engagements, ce qui n'est pas bien. C'est toujours un signe de surendettement, mais aussi un signe de mauvaise foi dans la capacité ou la possibilité de pouvoir honorer les différents engagements à temps. Et qu'aujourd'hui, une procédure de réparation ait eu lieu, que le gouverneur de la ville de province de Kinshasa ait fourni tous les efforts nécessaires pour se remettre en situation de crédibilité et rendre cette ville au prochain gouverneur dans une situation où la banque ou les banques peuvent être en mesure de prêter à nouveau à l'hôtel de ville ou à la ville province de Kinshasa est une excellente chose du point de vue du prestige, mais également du point de vue de l'honorabilité, mais également du point de vue de la viabilité financière. La BCC est l'arbitre, la BCC est le régulateur. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une crise majeure entre une banque commerciale et son client, et dans ce cas l'hôtel de ville, la banque commerciale accuse le client auprès de la banque centrale, et la banque centrale instruit toutes les autres banques de ne plus donner de l'argent en termes de crédit à cette banque jusqu'à ce que réparation soit faite. Et donc aujourd'hui, la banque, l'hôtel de ville peut se ressentir en situation de crédibilité, capable de s'adresser à n'importe quelle banque pour solliciter et engager les différents mécanismes nécessaires pour accéder à des financements. Les travaux de dissémination du rapport ITIE RDC 2020-2021 dans la ville de Bukavu au sud Kivu se sont clôturés lundi sous une note de satisfaction à l'issue des 3 jours des travaux où le contenu de ce rapport a été discuté par toutes les parties prenantes, présenté ses forces et faiblesses. Des recommandations ont été formulées pour que les revenus des ressources naturelles profitent à la population. Pacheco Kavundama. Pendant 3 jours dans la ville de Bukavu au sud Kivu, le rapport ITIE RDC 2020-2021 a été disséminé à toutes les parties prenantes. Au cours des échanges, les points faibles et forts ont été discutés afin d'améliorer la gouvernance minière. Gilbert Denis Ngaïdi, expert à ITIE RDC, revient ici sur l'essentiel des travaux de Bukavu. Les travaux que nous venons de clôturer ce jour à Bukavu, c'est une activité de l'ITIE RDC financée par notre partenaire, le rapport ITIE RDC 2020-2021, ainsi que 2 rapports complémentaires. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier de dissémination du rapport ITIE RDC à Bukavu. Là, il y a eu beaucoup d'insuffisances, mais c'était un rapport pilote également, parce que c'est pour la première fois que la mise en œuvre de l'ITIE s'est penché sur la rédaction d'un rapport sur ces 2 filières plutôt de l'artisanat minier chez nous. Notons que cet atelier de dissémination du dit rapport concerne 14 villes de la RDC. Après Bukavu au sud Kivu, ça sera l'étape de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri.
Puis le territoire des Pangui dans la province du Maniema est frappé depuis hier par des fortes pluies diluviennes accompagnées des vents violents qui ont fait au moins 4 morts, 8 blessés graves et des centaines de maisons endommagées. D'après les témoins, plusieurs écoles ainsi que des églises ont été également détruites. Les catastrophes similaires ne sont pas rares dans la région de Pangui. En mars dernier, 2 personnes sont mortes dans des inondations dans le village des Mindumbi et Chabangwa. Invité d'honneur à la cérémonie de collation de grades académiques des étudiants de droit de l'UNIKIN, le directeur général de la FSPEJ, Joseph Mbouy, s'est dit fier de partager ce moment avec les jeunes licenciés, une occasion pour lui de les encourager à braver toute difficulté de la vie. La cérémonie de collation des grades académiques des étudiants de la faculté des droits de l'université de Kinshasa a connu la participation de Joseph Mbouy, directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Ce dernier a partagé son expérience avec ces jeunes licenciés en vue de les interpeller, les motiver et les orienter dans leur cursus professionnel. Mais dans la bataille de la vie, il n'y aura pas de surveillants. Dans la bataille de la vie, vous aurez pour maître vous-même. Dans la bataille de la vie, vous aurez pour coach vous-même d'abord, c'est-à-dire vous aurez à déterminer votre objectif. Vous avez eu votre diplôme, mais vous faudrait savoir vendre vos compétences. Aujourd'hui, il y a une compétition ardue dans le marché du travail. Aujourd'hui, si vous ne savez pas vous distinguer dans ce que vous offrez par rapport à votre compétence, ce sera difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui se distinguent qui réussissent à sortir la tête. Je suis Joseph Mbouy Mukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Mais pour réussir la vie, j'ai eu personnellement, avec mon diplôme, à passer par des étapes qui ont fait en sorte que j'ai quitté de creuseur de sable, fabricateur de briques. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? J'ai commencé par être creuseur de sable, mais je n'ai pas fini. Mais aujourd'hui, je suis DG. Certains d'entre vous... On va prendre les rappels des titres à présent. Place aux primaires au sein de l'Union sacrée de la Nation. Les députés nationaux devront choisir ce mardi 23 avril le candidat président de l'Assemblée nationale entre Modeste Bahati, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Nkodia. La Banque centrale du Congo et Afriland First Bank viennent de lever définitivement la mesure de mise à l'index de la ville de Kinshasa et de son gouverneur sortant, Jean-Tini Ngobila, pour avoir recouvré leurs créances. L'hôtel de ville était mis à l'index pour surendettement. Le projet d'expulsion des migrants vers le Rwanda a été adopté par le Parlement britannique alors que l'ONU demande au gouvernement britannique de reconsidérer sa décision, un sujet qui fait polémique quant à la capacité géographique du Rwanda à accueillir ces migrants. Place à présent à la revue de presse. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Joël Iselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. À la présidence de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée organise les primaires pour désigner un candidat unique. Alors c'est ce qu'on peut lire sur le média en ligne 7sur7.cd qui précise que c'est dans un communiqué signé par Augustin Kabouya que le Présidium convoque ses députés nationaux ce mardi afin d'organiser une élection primaire pour désigner un candidat unique à la présidence de la Chambre basse du Parlement. D'après ce communiqué, note actu30.cd, les élus auront le choix entre Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Nkodia. Le communiqué de l'Union sacrée affirme de son côté l'avenir, mais en avant la nécessité de consolider l'unité au sein de la coalition majoritaire et à garantir une direction solide pour l'Assemblée nationale. Deux objectifs cruciaux renchérit le média dans la réussite du second mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le contexte de la RDC qui est une démocratie semi-présidentielle. Et face à cette bataille entre ces trois
tête influente de l'Union sacrée, Actu7.cd, estime que les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Et pour sa part, Actualité.cd souligne que cette initiative intervient dans un contexte de tension politique où la gestion des ambitions personnelles au sein de la majorité semble retarder la mise en place définitive du bureau. La position stratégique du président de l'Assemblée nationale, ajoute ce média en ligne, est perçue par beaucoup comme un tremplin potentiel pour les ambitions présidentielles futures, ce qui alimente des réticences et calculs politiques au sein de l'UDPS et de ses alliés. Alors c'est un dossier à suivre de près. Erreur matérielle, la Cour constitutionnelle réhabilite 19 députés nationaux. Alors, c'était au cours de son audience publique tenue hier, lundi, que la Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles, rapporte une.cd, a tranché en faveur de 19 élus nationaux seulement. Leurs requêtes ont été déclarées après un travail laborieux, fondé et recevable. Et c'est sur 7.cd précise que sur 134 requêtes qu'elle a réceptionnées, seules 19 ont été déclarées recevables et fondées par la Haute Cour. Au Sud-Kivu, par exemple, écrit Africa 24 sur 24.net, Serge Bahati est proclamé élu définitivement député national pour la circonscription de Kabaré. L'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Claude Nyamungabo, tombe, pour ne citer que cela. À noter que cet énième arrêt définitif de la Cour vient ainsi clore le débat sur la correction des erreurs matérielles en créant des mécontents qui étaient pourtant déclarés définitivement élus. Voilà Christian Kalonji qui met fin à notre revue de presse de ce jour. Je vous remercie de votre présentation, Joël Isselor. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin complètement à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie également de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.